Les éditions de La Loupe, spécialistes des livres en gros caractères, vous apportent un confort de lecture avec une sélection rigoureuse parmi les nouveautés littéraires. Romans, témoignages, essais, aventures, le fonds éditorial compte plus de 700 titres. Renseignements et informations au 04 78 47 27 02 et sur internet éditionsdelaloupe.com. Les éditions de La Loupe vous proposent l'émission Nous avons lu pour vous. Bonjour à tous. Aujourd'hui, Priscille et Bérangère, nous allons vous présenter deux ouvrages. Priscille, c'est Le prisonnier du rêve écarlate d'Andrei Makine. Oui, Bérangère, je vous emmène en URSS aujourd'hui, découvrir le destin de Lucien Barthes. Lucien Barthes, c'est un jeune ouvrier originaire de Douai, engagé dans les jeunesses communistes. À 16 ans, il est convaincu que l'URSS incarne un modèle d'avenir, un monde plus juste, plus fraternel. En août 1939, il part avec une délégation de jeunes Français pour découvrir le paradis soviétique et faire rayonner cette utopie ouvrière. Mais sur place, Lucien ne se contente pas de la mise en scène officielle. Pendant une visite d'usine, il s'éloigne du groupe. Ce qu'il découvre alors, c'est une réalité bien différente. La pauvreté, l'épuisement des ouvriers, des visages fermés, l'envers du décor. La façade d'un monde parfait se fissure. Et c'est là que le destin bascule. Alors que ses compagnons prennent le train pour Moscou, Lucien, resté trop longtemps à l'écart, rate le train. Seul, sans papier, il est arrêté. On le soupçonne d'espionnage et il est envoyé au goulag, quelque part en Sibérie. Commencent alors de longues années de souffrance. Travaux forcés dans le froid, coups, humiliations, famine, mais aussi paradoxalement une sorte de fraternité réelle entre les prisonniers. Dans la brutalité des camps, Lucien découvre des êtres brisés, mais qui restent profondément humains. Après la mort d'un camarade, il prend son identité, Matvei Belov, pour éviter d'être de nouveau accusé d'espionnage. Mais ce camouflage n'empêche pas un second passage dans les camps, accusé une nouvelle fois à tort. Il perd peu à peu à mémoire son identité. En 1957, après 2 décennies de détention, il est enfin libéré. Errant dans le Grand Nord, affaibli, il est recueilli par une femme, Daria, elle aussi une survivante. Maltraitée, violentée par des soldats dans cette zone militaire abandonnée, elle porte en elle une profonde solitude. Entre ces deux êtres cabossés, un lien se tisse. Ils réapprennent à vivre ensemble, à aimer, à espérer, lentement, patiemment. C'est Daria qui, comprenant le besoin de Lucien de renouer avec ses racines, l'encourage à tenter en retour en France. Un projet fou au-delà du rideau de fer, et qu'il accomplira clandestinement en 1967. Son retour d'abord a des airs de renaissance. Grâce à Julia, une éditrice engagée, il est présenté comme un héros, un témoin précieux de la face cachée du communisme. Ensemble, ils publient un livre à succès. Lucien goûte à la reconnaissance, à la liberté retrouvée, à une forme de confort. Mais cette euphorie est de très courte durée. Très vite, il sent que son témoignage est instrumentalisé. On ne s'intéresse plus à ce qu'il a vécu, mais à l'image qu'on peut en faire. Et puis, mai 68 éclate, le monde change. Ses idéaux sont balayés, ses convictions tournées en dérision ou réduites à des slogans. Plus personne ne s'intéresse à lui. Grisé un temps, il finit par ressentir un vide immense. Cette France de la consommation, des ventres pleins, comme il dit, ne lui ressemble pas. Déchiré entre 2 identités, Lucien et Matvei, il craque. Interné, il réussit à s'échapper grâce à un ami fidèle. Il repart alors vers ce nord lointain, vers cette terre gelée, mais vraie, où Daria l'attend. Et là-bas, il finit sa vie en retrouvant un peu de paix. C'est un très beau roman, profondément humain. Il parle de croyance, de déracinement, de trahison et de fidélité à soi. Il raconte un destin, un homme broyé par l'histoire, mais qui malgré tout ne perd pas complètement foi en l'humanité. Il parle des désillusions. On est pris par l'histoire, touché par les personnages, et surtout on réfléchit sur ce que l'on sacrifie parfois au nom d'un idéal, et sur ce qui reste une fois les illusions tombées. Bérangère, si vous cherchez un roman fort et accessible, qui parle à la fois d'engagement, de mémoire et d'humanité, ce roman est pour vous. Je vous propose maintenant
d'écouter Bérangère, qui va vous faire découvrir le livre qu'elle a lu pour vous. Bérangère. La fille de Napoléon. Alors c'est un autre destin. C'est Bruno Fulini qui a écrit ce livre et qui est édité aux Arènes. Bruno Fulini est écrivain, historien, haut fonctionnaire et maître de conférences à Sciences Po. Vous parliez de destin avec Lucien Barthes. En voilà un qui n'est pas banal, parce que Bruno Fulini a acquis en 2014 auprès d'un marchand réputé chercheur de trésors, Jean-Emmanuel Roux, une documentation dense, un dossier d'archives de police, 55 pages, qui date de 1815. Il a pris le temps de déchiffrer méticuleusement ces 95 pages manuscrites et l'incroyable roman d'une vie se dessine. Après 7 ans de travail, voilà que se révèle la vie de Charlotte Chapuis. Elle est née en août 1795 à Arnay-sur-Arroux en Bourgogne. C'est un petit village qui a été rebaptisé pendant la Révolution. Charlotte serait née d'une liaison passagère entre le jeune Napoléon Bonaparte, alors officier en garnison à Auxonne, et la bourguignonne Antoinette Catin, qui porte bien son nom, mais elle se faisait surnommer Cotin, qui vivait sans doute de ses charmes. Elle eut d'ailleurs une vingtaine d'enfants, reconnus par un moine défroqué qu'elle avait épousé, d'où le nom de Chapuis. Charlotte passe sa jeunesse ballottée entre plusieurs pensions, afin d'être confiée à un oncle notaire à Arnay-le-Duc, et elle n'apprend qu'adolescente sa haute descendance quand sa mère lui dévoile le vrai nom de son père sur son lit de mort. Napoléon, lui, ignorera toujours cette éventuelle paternité. Une fois adulte, la jeune Charlotte aurait voulu se rendre sur l'île d'Elbe. Mais Napoléon est déjà entraîné par la fin de sa gloire, les 100 jours, Waterloo, Sainte-Hélène. En 1815, à 20 ans, Charlotte décide de sortir de l'ombre et se présente à un commandant autrichien qui assiège Besançon. Elle lui révèle le nom de son vrai père et réclame sa protection. Mais quand l'Autriche fait suivre le dossier à Paris, l'affaire devient politique. La Restauration ne souhaite aucun héritier bonapartiste. L'Aiglon est sous surveillance à Vienne. Alors, une fille aînée qui pourrait redonner des ailes aux anciens combattants et devenir l'égérie napoléonienne. Bon, la voilà menacée, traitée de folle, enfermée dans un premier puis un second dépôt de mendicité. Vous savez, ces asiles du moment. Elle y est torturée, réduite au silence. Et après un interrogatoire musclé, elle fait amende honorable, reste en résidence surveillée, puis finit par être libérée, avec la caution d'un lointain cousin qui lui promet des fiançailles. Mais elle n'est pas très pressée de se marier avec lui. Elle préfère convoler avec un maître de forge 2 fois plus âgé. Jacob Müller l'épouse d'abord en Suisse, aux grandes dames de sa propre famille, puis régularise cette union quelques années plus tard à Champagnole, ville du Jura où est installée la filerie. Charlotte devient alors une femme riche et honorable, mère dévouée de 6 enfants. Mais elle n'en continue pas moins à se prévaloir de ses origines. En 1848, elle soutient officiellement la campagne présidentielle du prince Louis-Napoléon, le futur empereur, qu'elle appelle « mon cousin » et qui nommera, dans les années qui suivent, son fils Adrien maire de Champagnole. On pourrait se dire que Charlotte Chapuis n'est qu'une affabulatrice. Mais la curiosité l'emporte et le dossier est là, une cinquantaine de documents. Charlotte n'est pas un personnage fictif, elle a vraiment existé. Bruno Fulini, l'historien auteur de cet ouvrage, explique à la fin du livre, sur quelques pages, son travail, ses trouvailles. Les descendants de Charlotte sont installés en Normandie et vous savez où ? En Corse, bizarre. Eux sont persuadés d'avoir du sang napoléonien dans les veines. Ils représentent la branche la plus directe du clan Napoléon et possèdent une toile sur laquelle Charlotte est représentée en famille, avec mari et enfants, une singulière ressemblance latine avec la mère de Napoléon, Laetitia, sa grand-mère. Charlotte Chapuis n'a jamais été officiellement reconnue. Elle a emporté son secret en 1880 dans la tombe. Et pour son dernier repos, elle avait choisi un cercueil semé d'abeilles impériales. Voilà, ce livre regorge d'annexes, photos, courriers, dont certains sont signés par un certain Mutinus, agent secret de Fouché, pendant la Restauration. Je vous recommande la lecture de ce livre documentaire romancé si vous êtes un amoureux de Napoléon ou friand d'énigmes historiques. Voilà. Alors, nous vous redonnons les titres de nos livres. Alors, c'était La fille de Napoléon de Bruno Fulini aux éditions Les Arènes. Et vous, Priscille ? Prisonnier du rêve écarlate d'Andrei Makin aux éditions Grasset. Les éditions de La Loupe vous ont présenté « Nous avons lu pour vous ».